Bien, bienvenue à nouveau à toutes et à tous. Nous allons entamer la deuxième partie de cette matinée qui sera donc consacrée à une table ronde sous... J'ai une réverbération derrière moi, je trouve autour de c'est facile ici. Donc une table ronde... Voilà, là je crois que ça marche. Okay. C'est un gag, c'est un sketch, je promets que je ne fais pas exprès. Voilà. c'est les autres. Voilà. Merci. Donc, la deuxième partie de cette matinée sera consacrée à une table ronde. L'idée de cette table ronde, en fait, c'est de pouvoir, évidemment, vu qu'on est un festival sur les imaginaires et les récits écologiques, de présenter, de mettre en valeur, de mettre à l'honneur l'œuvre d'un artiste ou d'une artiste. Hier, il s'agissait de Judith Zagouri au travers du théâtre, et notamment du travail du Shanju, la compagnie Shanju Lab. Et aujourd'hui, il s'agit de Laurent Gélin, qu'on est extrêmement content de pouvoir recevoir, qui dialoguera donc dans une minute avec Nathalie Blanc, Nathalie Guicci, et avec Damien Delorme, qui sera notre modérateur. Damien, qui est philosophe de l'environnement et chercheur en éthique environnementale à l'Université de Lausanne. Donc, je vais demander à nos quatre membres de panel de me rejoindre sur scène, Nathalie, Damien et Laurent. Nathalie, Damien et Laurent. Je vous laisse prendre place pour cette table ronde intitulée Territoire sensible, explorer le vivant à travers la créativité environnementale. Un excellent débat. Merci Colin, merci à tous et à toutes d'être là. On a entendu parler ce matin d'artistes qui témoignaient, révélaient, appelaient à l'action, mettaient en relation. On a un artiste, enfin, plusieurs artistes. Mais on a un photographe, vidéaste, réalisateur, qui a travaillé notamment sur le rapport et les relations qu'on a avec les animaux et dans différents milieux. Et donc, voilà, on va te demander de nous parler un peu de ton travail, présenter quelques images, et puis ensuite on demandera à Nathalie de réagir. Et on ouvre, enfin, vous pouvez réagir, poser des questions quand vous le souhaitez. Si vous levez la main, je vous donnerai la parole. Sinon, on ouvrira après la présentation les discussions à la salle. Voilà. Ah ben, Laurent. À moi? Non. Vous avez parlé ce matin, je crois. Artiste, moi je sais pas, je suis artiste en fait, j'ai fait des études effectivement d'histoire de l'art, mais ce que mon CV ne dit pas, c'est que je me suis fait gentiment remercier rapidement, parce que moi ce qui m'intéressait c'était plutôt d'être dehors effectivement que d'être dans les salles d'université. Mais ceci dit, la vie a fait que en tant que photographe animalier, puisque j'ai commencé comme ça, j'avais un intérêt pour des sujets qui n'avaient pas forcément été traités. Et à l'époque, je parle de ça du siècle dernier quasiment, les animaux en ville, ça me semblait assez intéressant. Et j'avais entendu parler qu'à Londres, tu peux mettre la première image de renard, je crois. En fait, c'est le renard en ville à Londres qui m'a fait bouger et m'installer dans cette ville. Au début, je voulais rester 3 mois. En fait, je suis resté 10 ans à Londres. En réalité, j'avais un moyen bien sympathique, c'est que je vivais 6 mois de l'année en faisant de la photo animalière, en faisant de la photo un peu commerciale à Londres. Et je vivais ensuite 6 mois de l'année dans les parcs nationaux dans le monde entier. Donc c'est ça qui était bien pratique. La première image va arriver. Non. Ah, c'est pas la première image, c'est la dernière. Ça, c'est pas un renard. Hein. C'est pas non, c'est pas un renard. Je vous confirme. Ah, pardon. Alors, attends. Bon, je peux... Comment t'avances? Moi, j'ai pas le truc. Ah ouais, ça, c'est la dernière. Oula, ça va vite. Eh ben, vous les avez toutes vues. Voilà. Rapidement, voilà, ça, c'est la première image
je travaillais avec la BBC à l'époque pour ce sujet-là. Et c'est une image que j'avais vue en fait en face de ma rue et j'ai voulu la refaire. Alors c'est pas vraiment un instantané puisque cette image-là, j'ai mis presque 3 semaines avant de la faire. Chaque frite est posée minutieusement. La petite flaque d'eau est mise régulièrement puisque l'eau s'évaporait et je voulais impérativement qu'il y ait un reflet entre le parking area et la flaque d'eau. Voilà, c'est une image totalement construite, mais c'est ce que j'avais observé en tout cas dans ma rue en face. Et en fait, c'était un rapport que je trouvais intéressant. Ces renards qui s'étaient installés en ville, ils se sont installés un peu avant la Deuxième Guerre mondiale en Angleterre. Et ils ont ces grands axes pour ceux qui connaissent les villes anglaises, ils ont des grands axes de ferroviaires qui rentrent en plein cœur des villes. Et les bordures des métros ou des trains sont très verts. Donc ça amène les animaux à pouvoir rentrer de la campagne jusqu'au centre-ville assez facilement. Donc on voit effectivement du renard, mais on voit aussi des blaireaux et parfois dans certains cas même quelques petits cervidés, notamment du chevreuil. Et je trouvais assez intéressant en fait cette résilience qu'on peut voir même dans des grandes capitales où on a tendance à vouloir un peu tout contrôler dans les villes et que ce soit essentiellement bétonné et très minéralisé. Et puis en fait, qu'on le veuille ou non, les animaux se réinstallent en fait. Et ce premier sujet que j'ai fait donc avec la BBC sur les renards m'a amené à ensuite être vu comme un peu le photographe animalier des villes. Alors c'était une étiquette qui m'a bien plu au début. Et par conséquent, ensuite j'ai été mandaté par différents journaux locaux comme The Guardian ou autres grands journaux qui m'ont demandé de faire différents sujets. Alors là, je viens d'appuyer sur le bouton avant, qui visiblement ne va pas en avant. C'est la deuxième, ça? Ok. Bon, ça c'est la chaux de fond. Alors voilà, voilà, en face, c'est le Muséum d'histoire naturelle de la chaux de fond qui m'avait mandaté. Vas-y. Non, mais je vais papillonner sur les images qui ne sont pas forcément dans l'ordre, mais enfin dans l'ordre qui m'arrange. Alors ça c'est intéressant parce qu'en fait ça c'est une espèce de chauve-souris que l'on ne pensait pas voir à cette altitude et surtout pas dans les milieux urbanisés. Et en fait, en été, il y a très peu d'eau dans le haut du Jura, donc elle rentre dans la chaux de fond pour venir. Il y avait une petite piscine pas loin du zoo, du petit château sur la chaux de fond, et en fait, elle venait faire plusieurs kilomètres pour venir boire en fait dans cette petite piscine. Et là encore, c'est des découvertes en fait. Ça veut dire que même dans les milieux urbanisés, il peut y avoir un milieu favorable à certaines espèces qui malheureusement ne retrouvent plus leur compte dans les zones très très sauvages, comme on appelle sauvages. Bon, moi je pense qu'elle ne marche pas dans... Je ne sais pas ce qu'il faut pointer, mais normalement... Je la prends avec moi et tu m'as passé la... Là je reviens en arrière. Ça a marché? Non, ça va... Enfin moi, en cliquant à droite, ça devrait aller vers... en avant, hein, je crois. La suite, ça doit être celle-là, peut-être, alors. Alors, du coup, tout en vivant à Londres, voilà, j'avais cette étiquette du photographe animalier en ville, donc on m'a commandé différents safaris urbains. J'ai appelé ça le sujet, le thème de safari urbain. Donc, du coup, il y a Paris. Paris, par le biais de Nature Paris, m'a mandaté pour faire les animaux en ville de Paris. Ensuite, ça c'est Orléans, où j'essayais de trouver les animaux et les espèces qui étaient assez particulières et qui vivaient dans certaines villes plutôt que dans d'autres. Et là, on avait un castor, on a du castor en plein cœur de Orléans. Alors ça, c'est avec du barrière. C'est un peu feignant comme type de photographie, parce qu'en fait, vous installez le matériel d'abord, ensuite vous allez vous coucher, et puis vous revenez le lendemain matin et vous voyez si l'animal est passé ou pas. C'est très pratique, ça. Alors, on revient en arrière. Alors là, je touche plus à rien. Vas-y, tu peux passer la suivante. Voilà.
pouvez remplacer la zapette, je pense. Ou la pile, c'est peut-être la pile en fait qui va pas bien. Ouais. Alors je ne savais pas si vous vouliez que je commente toutes les espèces, mais là encore une fois, c'est dans une petite mare pas loin de Châtel où il y a du triton alpestre. Là encore, c'est des espèces qui sont pas forcément communes et puis qui finalement peuvent se retrouver dans certains milieux urbanisés. Alors là, vous imaginez bien que c'est pas en Suisse. C'est à Brașov, en fait, c'est en Roumanie, où là, on touche des espèces un petit peu plus dangereuses. Quand je suis arrivé à Brașov, en fait, j'ai été accueilli par la police parce que j'avais sorti tout le matériel photo. Et la police me disait, bah non, en fait, vous pouvez pas vous approcher de ces rues là parce qu'il y a effectivement les ours qui viennent et malheureusement, il y a un homme qui vient de se faire tuer par un gros mâle, pas loin de la rue. Sauf que moi, j'avais 10 jours pour faire un sujet, donc il fallait quand même que je fasse des photos. Donc du coup, j'ai payé un traducteur d'abord, parce que je parle pas très bien le roumain. Et puis on travaillait en fait à 2h du matin, parce que c'est là où la police ne passait plus. En fait, ils arrêtaient vers minuit. Et on faisait quand même des photos. Alors là, par contre, c'était une femelle avec 2 jeunes qui viennent effectivement régulièrement dans les poubelles, puisqu'ils se servent de nos propres défauts. C'est de laisser des déchets, de la nourriture, et ils viennent se nourrir dans les poubelles. Donc ça, c'est une photo que j'aime bien parce que j'imagine que pour tous ceux qui sont un peu passionnés, vous faites un peu la même chose, vous pensez plus trop au danger en fait quand vous faites des images pareilles. Et là, j'ai l'appareil à bout de bras. Je m'approche tout doucement, je dois être à peu près 1,50 m de l'animal, et puis la patte droite que vous voyez là, la seconde d'après cette image-là, elle me tape dans mon pare-soleil. Le pare-soleil va voler. Je me suis reculé, c'était la dernière photo que j'ai faite la nuit, je crois. Vas-y. Alors ensuite, parce que les autres n'étaient pas bien sûrs, Alors ça, c'est Notre-Dame, ça apparaît effectivement. Alors ce que je trouve intéressant aussi, c'est que forcément dans les films, on en parlait tout à l'heure d'ailleurs, on choisit un peu les animaux qu'on a envie de voir ou qu'on n'a pas envie de voir en fait, et puis qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Donc on parlait tout à l'heure des cafards, on parlait des mouches ou des animaux qui rentrent chez nous et qu'on n'aime pas trop. Et en ville, les pigeons par exemple, c'est vrai que c'est des animaux qu'on n'a pas forcément envie de voir parce qu'il y a des fientes un peu partout. Et quand on se met un petit peu à leur niveau, on a un peu l'impression que là, ils sortent, on a les bigotes qui sortent de la messe. Et vu de leur niveau à eux, de leur perspective à eux, on a vraiment un autre regard sur la ville, bien évidemment. Ça, c'était justement le sujet que j'avais fait, une des images qui était dans le projet du safari urbain à Paris. Là, c'est à Barcelone. En fait, il y a vraiment des quartiers à Barcelone, ou à Berne d'ailleurs, ou même dans d'autres villes allemandes, c'est le cas. Vous avez en fait des sangliers qui viennent, et là encore, profiter de la nourriture. La plupart du temps, en fait, les animaux, s'ils viennent en ville, c'est parce que c'est pour différentes raisons. Il y a la sécurité, la chaleur ou la nourriture. Et en l'occurrence, tous ces gros animaux qu'on a vus tout à l'heure, c'est essentiellement pour la nourriture, mais la sécurité aussi, parce que les renards, typiquement, il n'est pas chassé en ville. Donc il y a des animaux qui vraiment s'installent parce qu'ils sont plus tranquilles. Le renard que vous avez vu tout à l'heure, c'est un renard qui vivait dans un cimetière juste derrière mon studio photo. Et du coup, tous les jours, j'y allais. Puis les animaux, les renards s'habituaient complètement à ma présence. J'ai un renard, par exemple, une petite femelle, qui est rentrée une fois dans ma voiture par la fenêtre ouverte, laissée ouverte, et qui m'a volé une sandale et mon portefeuille. Donc c'est à quel point les animaux s'adaptent complètement à notre présence aussi, et que c'est un autre regard, c'est-à-dire que le sauvage n'est plus craintif. Le sauvage qui a plutôt tendance à être synonyme de craintif chez les animaux, en fait, quand il vit aux côtés des humains qui ne le chassent pas, en fait, s'adaptent très vite et en fait n'ont plus du tout peur. Et là, en fait, en l'occurrence, les renards ou les sangliers, parce que là, cette photo, par exemple, ils n'ont pas peur de moi. Je suis vraiment allongé et en fait, je ne m'attendais pas à ce qu'ils arrivent aussi vite. Je suis en train d'installer mon appareil photo au sol. Je pensais qu'ils allaient passer, mais pas aussi rapidement. Et du coup, je suis allongé, je ne bouge plus un cil. Et en fait, ils passent littéralement à droite et à gauche de moi.
Et puis, comme je vous le disais, cette image que j'ai eue du photographe animalier, ça m'a amené à voyager, puisqu'on m'a mandaté pour faire d'autres sujets. Il y avait un gros sujet avec le National Geographic qu'on avait fait avec un groupe qui s'appelait Wild Wonders of Europe, et qui m'a mandaté pour aller faire des images, notamment ici, encore une fois, à Barcelone, pour photographier un couple de faucons pèlerins qui s'est installé sur la Sagrada Familia. Alors j'avais toutes les autorisations, j'étais tout en haut de la perche, là c'était super. Je voyais donc tous les touristes juste en dessous de moi. Et moi je regardais uniquement les oiseaux qui venaient chasser les pigeons justement sur cette place et qui nichaient sur la Sagrada Familia. Et puis j'aimais bien aussi regarder. Alors moi j'étais plus jeune que maintenant, bien évidemment, donc je vivais dans un squat à Londres, ce qui est bien pratique financièrement. Et j'étais avec justement tout un petit groupe d'artistes, avec des musiciens, il y avait des peintres, etc. Et puis là, c'est un de mes copains qui pose au second plan. Et j'aimais bien m'arrêter sur les petits détails aussi qu'on avait dans les jardins ou dans notre petite cour. Et là, c'est une araignée qu'on appelle une hébère, une araignée tout à fait commune, et qui s'était installée chez nous. Et ça, c'était un dimanche matin, dont on avait un monsieur là qui, je crois, avait passé une nuit blanche à peu près, enfin, vu la tête qu'il avait. Et puis moi, je m'étais réveillé tôt pour aller à Regent's Park, en centre de Londres. C'est assez étonnant aussi parce qu'on découvre à ce moment-là des comportements du vivant, d'autres espèces que moi je connaissais pas forcément. Là, c'est des hérons cendrés, c'est des animaux assez communs en réalité. Eh bien, là, c'était le Daily Mail qui m'avait mandaté pour faire un sujet sur les hérons dans Regent's Park, et je venais pendant une dizaine de jours, et pour qu'ils viennent très facilement, j'achetais au Brixton Market dans le sud de Londres, j'achetais des petits poissons. Et je leur donnais, et ils venaient très très facilement. J'ai fait ça que pendant 10 jours. Et 4 mois après, un dimanche, le parc était plein, vraiment plein de gens, il faisait beau. Et je sortais d'un shoot, enfin je revenais de faire des photos avec des clients. Et j'étais habillé à peu près pareil, avec un blouson, avec mon trépied, avec mon sac, etc. Et je traverse tous ces gens qui étaient allongés sur la pelouse, et je m'arrête près du plan d'eau. Et j'ai 4 ou 5 hérons qui viennent directement à mes pieds. En fait, ils se souvenaient que je les avais nourris pendant quelques jours, des mois avant. Moi, j'imaginais pas que des oiseaux comme ça pouvaient avoir une telle mémoire et se souvenir même de la silhouette d'un humain. Alors les gens étaient complètement stupéfaits, ils se disaient mais comment vous faites pour attirer des oiseaux pareils? Et alors là, vous avez une répite de Doherty derrière avec toutes les Champs-Élysées. Ça, c'est des lapins de Garenne qui se sont installés en plein cœur de Paris, sur un rond-point. Et ça, c'est la dernière image que j'ai mis pour la projection. C'est parce que une fois que je me suis installé en Suisse, je me suis installé dans un tout petit village sur le canton de Neuchâtel. Donc les sujets urbains sont un petit peu moins faciles. Et j'ai travaillé je travaillais encore un peu d'ailleurs sur le lynx boréal. Et je trouvais que c'était la photo de transition entre cette image que j'ai faite d'un lynx au-dessus d'Yverdon et ma nouvelle vie, beaucoup plus rurale, où j'ai effectivement publié plusieurs bouquins sur le lynx boréal et un film qui est sorti au cinéma il y a 3 ans de ça. Voilà. Merci beaucoup. Alors, Nathalie, peut-être Nathalie Blanc, si tu veux commencer à réagir, toi qui as beaucoup travaillé sur à la fois les animaux en ville, cette nature que la plupart du temps on ne regarde pas, on ne voit pas, et qui en même temps est là parmi nous. Oui, alors, il faudrait que je l'allume.
Oui. Donc, merci tout d'abord. Non, j'ai réagi juste à l'image du pigeon, mais toutes vos images sont spectaculaires, pour dire le moins, et étonnantes. Et en fait, j'étais en train de réfléchir à ce qui les rend si étonnantes. C'est la capacité que vous avez à inscrire une nouvelle perspective, offrir un nouveau regard sur l'animal en termes de point de vue. Et ça, je trouve ça tout à fait... Enfin, les pigeons, effectivement, on voit des bigotes à la sortie de la messe en train de vous regarder. Et c'est vrai qu'on a toujours une image du pigeon, soit en vol, un vol de pigeon, un vol de bactéries, comme disent certains des enquêtés, ou alors quelque chose qui fait masse et déchets quelque part dans un espace. Et là, vous leur rendez ce qu'on appelle une agentivité. En fait, ça devient des sujets. Et tous vos animaux, même votre sanglier, là, sur la droite, qui vous regarde, cet œil méfiant, ou l'ours, ils ont tous, voilà, ils sont incarnés, ils sont présents, et ils sont des personnes, enfin, des êtres vivants qui vous regardent avec leur... Et ça, je trouve que bravo, c'est un sacré tour de force de rendre à ces animaux. Alors évidemment, l'araignée, elle est plus difficile à honorer de la même manière, hein, mais c'est vrai que je me suis dit, ça serait intéressant d'avoir ce même regard sur des animaux qu'on considère beaucoup moins désirés. Alors je sais bien que le sanglier, c'est toujours ambivalent, le pigeon également. Le pigeon, il a eu son heure de gloire au 19e siècle parce que c'était le pigeon voyageur, et puis il a chuté de son trône pour devenir un animal globalement déconsidéré. Donc je trouve que c'est intéressant d'arriver à saisir à quel point, au travers de la photo, on peut rendre cet animal une personnalité d'une certaine manière, et ça je trouve que l'image rend ça. Après, sur la question de rendre visible, il y a toujours cette idée que l'animal s'introduit subrepticement dans la ville. En fait, vos photos rendent toujours l'animal comme un animal indésiré, ou un animal qui se glisse entre les mailles. Et je trouve qu'il y a un beau travail de collègues sur ça, que cet animal, il participe aussi au lien social dans la ville. Et ça, c'est quelque chose, à mon avis, que la photo pourrait honorer autour de la perruche et des nourrisseurs de perruches, autour du chat et des nourrisseurs de chats, autour... Alors, et pareil sur les insectes, hein, je le vois, je travaille sur la renaturation des cours d'école, et on travaille beaucoup sur les arthropodes. Alors, arthropodes incluant les araignées. Et je trouve qu'il y a à honorer cette capacité des enfants à voir à quel point ce règne du sauvage est aussi un univers de jeu et de relations. Pas simplement l'animal se glisse, mais aussi en quoi il provoque d'autres modes d'existence des humains. En fait, le gros avantage que effectivement la photo peut amener, c'est que une fois que j'ai travaillé donc avec différentes villes, j'ai travaillé avec Auxerre, avec Grenoble, avec Paris, avec Strasbourg, avec la Chaux-de-Fonds notamment en Suisse, c'est qu'ensuite on a exposé ces images notamment à Grenoble et à Strasbourg. Donc je faisais un safari sur la faune de la ville, et ensuite elle était exposée au grand public, notamment sur les quais de rivières. Et les gens effectivement s'appropriaient, étaient curieux, et ça a permis notamment à Grenoble de créer des trames vertes et bleues dans la ville, donc pour favoriser justement la circulation de ces animaux et ne plus les voir comme des animaux qui étaient dérangeants, mais plutôt au contraire de les inviter à rentrer, quoi. Merci. Oui, merci beaucoup pour votre travail et tout ce que vous venez de dire dans la présentation. Ce qui m'a frappé dans vos images, c'est aussi la lumière. Il y a une lumière particulière ou une mise en lumière peut-être. Et quand vous avez décrit vos images, vous avez aussi parlé de construction. Vous nous avez aussi expliqué que vous avez remis les frites, que votre copain a posé pour la photo de l'araignée. Et donc je me demandais comment vous vous situez, parce qu'en fait vos images très souvent elles ont un peu, on a cette impression d'instant décisif, hein, donc alors qu'en réalité pas tant que ça. Les hérons, vous les avez nourris pour que ils viennent poser pour vous. Donc comment justement, quel est le rapport que vous avez avec les animaux? Est-ce que ce sont des modèles au même titre qu'un humain qui vient poser pour vous? Et puis deuxième question, quand est-ce qu'une image est réussie pour vous?
Alors, je pense qu'avant, moi, ma formation, elle est presque d'abord naturaliste, en fait. Donc, je sais comment les animaux peuvent se comporter. Et par conséquent, j'en joue, en fait. Je vais savoir pourquoi cet animal va venir ici. Est-ce que je peux aller franchir les limites pour pouvoir m'en approcher ou pas? Donc ça, j'ai cette lecture que j'ai depuis l'enfance. Et après, je me suis amusé, en fait. Je suis un gamin, moi, je vieillis pas, donc physiquement, oui, je le sais. Mes 2 fils me le rappellent régulièrement. Mais je m'amuse, en tout cas. Et par conséquent, là, en ce qui concerne les renards ou les autres animaux, je faisais de la photo. J'ai fait plein de types de photos commerciales à Londres, notamment. J'ai fait aussi de la mode. Et du coup, je m'amusais avec les éclairages que j'utilisais pour les humains, en fait. Donc, la photo de renard, par exemple, il y a plusieurs flashs qui sont installés avec des gels un peu jaunes pour donner l'impression du lampadaire dans la rue, etc. Et je le fais uniquement avec des animaux qui sont très imprégnés ou en tout cas qui sont très habitués. Moi, je venais tous les jours dans le cimetière. Je faisais tout le temps le même bruit. Et au bout d'un moment, en fait, les animaux commençaient à vraiment s'habituer à ma présence. Du coup, je pouvais effectivement les faire venir à certains endroits d'une façon assez précise. Alors que si une personne passait, les renards disparaissaient immédiatement. Donc ça, c'était vraiment des bons moments parce que vous avez une espèce de complicité avec ces animaux et vous pouvez effectivement faire des images que vous ne pourriez pas faire autrement. Après, ceci dit, j'ai quand même, comme je vous le disais, en tant que photographe animalier, il y a aussi cependant de l'instant et qui est pas contrôlable. Et là encore, ça peut aider d'avoir cette lecture du monde sauvage. Pour ensuite terminer et répondre à votre question, quand est-ce qu'une photo est réussie? Elle n'est jamais réussie en réalité, je pense. Mais c'est la moins mauvaise des essais, quoi. Mais est-ce que justement vous êtes des fois... Parce que par exemple avec le renard, on a l'impression que vous aviez l'image en tête. Hein, donc est-ce que ça vous arrive ou le castor, je crois, vous êtes dit, bon, vous êtes allé vous coucher, vous êtes revenu. Est-ce que aussi vous avez cette image en tête et tout d'un coup vous êtes surpris parce que c'est autre chose qui se passe? Enfin voilà, comment ça se passe dans le processus? Ouais, alors pour le piégeage, alors la photo du renard, elle est faite à distance. En fait, je suis devant, je vois le renard qui s'approche et je déclenche à distance. Le castor, par contre, effectivement, vous voyez la bouteille là, elle est posée négligemment au millimètre près. Mais effectivement, alors là c'est toujours une surprise et c'est un peu Noël à chaque fois que je viens relever mes pièges, forcément. Après, je le fais pas non plus très très souvent. C'est vraiment parce qu'il y a des moments où je peux pas faire autrement que d'être au grand angle avec ce pont, avec une très longue pause, etc. Là, je suis obligé effectivement d'utiliser des stratagèmes techniques pour pouvoir réussir ces images-là. Mais la plupart du temps, j'essaie quand même d'être présent sur le lieu. C'est ça qui me fait vibrer. Donc c'est un art relationnel, hein, pour redire ce que tu disais tout à l'heure. Hein. Non, mais pour rebondir effectivement à ce que vous disiez par rapport aux bigotes, etc. Moi, en tout cas, mes sujets, c'est pas juste un animal en réalité. Moi, c'est des personnages. Je finis par les connaître. Je finis par savoir quels sont leurs comportements et quels vont être leurs comportements. C'est l'intérêt de travailler sur le long terme. Moi j'aime bien, je fais pas des sujets toutes les semaines, je fais des sujets sur le long terme et du coup ça me permet de reconnaître certains individus et de savoir ce que je peux faire avec mes personnages, quoi. Mais il y avait, alors je me souviens plus de son nom, mais on a acheté ses travaux pour les étudiants avec lesquels je travaille, qui faisaient des portraits de frelons, d'abeilles, des portraits d'individus. Ouais. En disant, en fait, par exemple, parmi les insectes, on individualise très peu. On considère toujours que c'est une masse, comme les pigeons. Et en fait, si tu fais le portrait de chaque frelon, de chaque... voilà, tu te retrouves à chaque fois face à des animaux qui sont très différents. Et pour le coup, ça reposait la question, parce que le portrait, qui dit portrait dit visage, et pour le coup, par exemple, parmi les insectes, c'est plutôt le dos, comme les vers, que vous avez photographié. C'est-à-dire, ce qui fait identité chez certains animaux, c'est pas le visage, forcément, parce que le visage, tous les animaux n'ont pas de visage. Et donc, cette question de à quoi reconnaît-on ce sujet, ce personnage? Et c'est vrai que l'araignée, je l'ai vue immédiatement quand je l'ai vue sur votre photo, il me manque le sujet, alors que pourtant, le sujet est bien son dos.
C'est ça qui constitue son identité naturaliste d'une certaine manière plutôt que le visage. Alors, par nature, c'est vrai que certaines espèces sont plus faciles à s'identifier ou en tous les cas à reconnaître. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est le comportement. En fait, ce qui m'intéresse vraiment, c'est même pas le visage, c'est l'attitude et véritablement de voir que au sein même des espèces, vous avez vraiment des attitudes, vous avez des individualités en fait. Vous avez des animaux qui vont être particulièrement craintifs. Le sujet qui a suivi, donc je vous ai montré ce lynx qui passe devant Yverton. C'est mon sujet, le premier sujet sur lequel j'ai travaillé en Suisse. Et par conséquent, j'ai effectivement posé des pièges. Alors moi, j'étais dans les affûts pendant que les pièges fonctionnaient. Mais j'ai vraiment vu aussi qu'il y avait des individualités, c'est-à-dire que les lynx passaient, et puis il y en avait qui littéralement se fichaient éperdument du petit clic qu'il y avait dans le caisson où il y avait l'appareil photo, puis d'autres qui n'aimaient pas ça du tout. Et du coup, la fois suivante où vous aviez, je sais pas, une femelle par exemple qui sur le canton de Vosges, vous voyez, elle était hyper timide à ce niveau-là. Et ben elle, dans la neige, je voyais ces traces qui voyaient le piège et qui contournaient gentiment le piège et qui ensuite reprenaient son chemin un peu plus loin. Alors que d'autres, j'ai le mâle, celui-ci, la B218, c'était les scientifiques l'ont appelé B218, c'est des artistes, les scientifiques. Ouais, c'est bien. Et du coup, B218, lui, il venait marquer sur mon caisson d'appareil photo. Donc, il se retournait, il me faisait une petite jet d'urine, et puis ensuite, ou alors il se frottait, littéralement. Donc, lui, il s'en fichait, mais éperdument. Lui, il s'est endormi devant les pièges. Donc, vraiment, on a des individualités, et c'est ça qui est super intéressant. Oui, ça, je crois que c'est quelque chose de très important vis-à-vis de la vie animale, c'est-à-dire que, y compris les insectes, les arthropodes, c'est qu'on a des individualités et que les animaux adopteront selon les sujets des comportements différents. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas appris à voir, nous les humains, dans nos interactions. Sauf pour ceux qui nourrissent, qui sont très capables de dire là, celui-ci va se comporter comme ça, y compris pour les cafards. Hein. J'ai même eu des réactions, celui-là, on le connaît, on l'a déjà vu. Donc, je ne sais pas à quel point ça relevait de l'imagination, mais c'est vrai qu'on a ce genre d'interaction. Excuse-moi, je finis juste, mais en fait, ce qui est intéressant quand on travaille sur le long terme et sur ce qu'on appelle vulgairement les animaux, moi, je n'aime pas quand les animaux, parce qu'on fait partie des animaux, en fait, donc on est... Et c'est justement de généraliser, en fait, le groupe animaux. Et ensuite, nous, on est à l'extérieur, on est des humains, en fait. Et chacun dit, enfin, il ne nous viendrait pas à l'esprit, nous, de dire, bah, on est tous pareils, en fait. On n'est pas tous pareils, et évidemment, il y a déjà plein d'autres espèces, et dans ces mêmes espèces, il y a évidemment des individus. Donc, ce qu'il y a d'assez fascinant dans mon métier, c'est de travailler sur le long terme, travailler sur une espèce, et dans cette espèce-là, de travailler en plus sur des individus. Et là, on voit vraiment qu'effectivement, on est loin d'être les seuls à avoir des caractères. Merci beaucoup. En vous écoutant discuter, je me disais qu'il y avait un engagement sur le long terme, sur l'attention aux détails, sur le fait de contrer certaines stéréotypes ou certaines représentations qui enlèvent de l'agentivité ou qui nous permettent de plus les voir. Et je me disais que même dans le soin au détail, il y avait finalement un engagement qui pourrait relever d'une éthique du soin porté justement aux relations qu'on a avec ce vivant qui nous accompagne. Et ça m'amène à la question que j'aimerais aussi pour ouvrir pour la discussion vers la salle, c'est quel type de fonction ou d'engagement, s'il y en a une, tu vois dans ton travail, dans ta fonction comme ça, de révéler des perspectives sur ce monde avec lequel on vit et qu'on néglige. En règle générale, quand je commence un sujet, je m'approche d'abord des biologistes et des scientifiques qui travaillent sur le même sujet, de façon à ce que moi, ça puisse me donner des informations. Donc, souvent, les images que je fais vont être ensuite utilisées par les scientifiques pour populariser leur savoir, et ça j'aime bien. Après, on peut avoir malheureusement des surprises, c'est-à-dire que pour le lynx, par exemple, moi je m'attendais, c'était probablement une des premières fois où un livre sur le lynx totalement sauvage avait été fait, je parle de ça il y a plus de 10 ans. Et je me disais, voilà, il va y avoir des associations d'environnement, des politiques qui vont s'approprier ce sujet, puisque le lynx n'était pas très très connu quand même à l'époque.
Et en fait, j'ai eu beaucoup plus de photographes qui m'ont envoyé des messages en me disant est-ce que je peux venir porter ton sac, où est-ce que tu as été faire ces photos, etc. Plutôt qu'en réalité d'aller dans le sens de la conservation. Donc ça, c'était un petit peu frustrant. Mais il faut bien avouer aussi que ce que je disais tout à l'heure, c'est que je fais aussi ça parce que d'abord je sais faire que ça, et puis j'adore faire ça. Donc il y a aussi un côté forcément un peu égoïste de me faire plaisir. On ne maîtrise pas les effets comme on ne maîtrise pas la nature autour de nous. Alors on peut ouvrir maintenant les questions. Oui, première question. Une question. Bonjour, merci beaucoup. Alors, merci. J'avais une question parce que chacune d'entre vous, vous avez une approche très artistique, c'est quand même le thème et c'est ce que vous mettez beaucoup en avant, mais aussi un pied à votre manière du point de vue sur le côté scientifique, alors soit par l'interaction avec des professionnels, soit par vos métiers. Et je me demandais comment se passait cette interaction entre l'approche sensible que vous essayez de développer, que ce soit par rapport au territoire, au paysage ou à des individus, et notamment le rapport sensible qui rentrerait en conflit par rapport à une certaine rationalité scientifique qui veut tout objectiver, que ça soit d'études des glaciers, de dire voilà, il y a un problème qui est climatique, qu'on peut chiffrer et qu'on vient lier ça avec des gaz à effet de serre, ou une logique de conservation avec des individus qu'on veut conserver parce qu'on a un intérêt là-dedans. Je me demandais comment se passer cette potentielle conflictualité. Est-ce que c'est un objectif pour vous de venir ramener du sensible qui vient compléter leur rationalité? Et je pensais notamment au côté B218. Moi, ça fait beaucoup écho à des personnes avec qui on a interagi. Longitude de 281 qui travaille avec les cachalots et qui étudiait vraiment des individus et qui, en fait, à un moment, ils ont eu interdiction d'utiliser des noms. En fait, ils utilisaient des prénoms pour nommer des individus, ils avaient des fiches techniques, et en fait, dans la méthode scientifique, on leur a dit non, c'est interdit de faire ça, parce qu'en fait, ça vient ramener justement du subjectif qui viendrait être contradictoire avec l'objectivité scientifique. Et donc, ils ont dû donner des numéros à ces cachalots. Et je sais qu'en tout cas, cette organisation a un peu lutté là-dessus, en disant non, on va garder leur nom, on va aussi leur donner des numéros pour vous faire plaisir, qu'on mettra dans les formulaires, mais nous, on travaille avec des individus, avec leur sensibilité, leur personnalité, etc. Je me demandais comment, dans vos travaux respectifs, vous jouiez ou pas avec ce rapport sensible-objectif. Alors ça, c'est un sujet qui est intéressant à soulever, que vous soulevez là, parce que même moi, je me retrouve dans un conflit parfois de conservation où, en tout cas dans mon domaine, on voit deux écoles. Et effectivement, c'est soit une école plutôt scientifique, assez froide, en fait, de préserver une espèce. Et on a ensuite une autre école qui est plutôt de préserver l'individu. Par conséquent, je vous donne un exemple sur le lynx, par exemple, en Suisse, puisque je travaille avec le CORA, qui donc est une fondation située à Berne. Ça, ce sont des biologistes qui vont donc donner des noms assez numériques à des individus. Et malheureusement, il y a je vous donne un exemple, un animal, un lynx qui a une mauvaise habitude d'aller manger des moutons, par exemple. Ça arrive très très rarement, mais ça peut arriver. Eh bien, les biologistes eux-mêmes, c'est pas eux qui vont aller tirer, mais ils vont plutôt préconiser de tirer l'animal. Et puis évidemment, il y a des amoureux de la nature, peut-être un petit peu plus affectés sur l'individu et qui eux vont râler parce qu'ils vont dire mais c'est lamentable d'aller tirer un lynx. Les deux ont raison en réalité. Effectivement, les biologistes vont plutôt défendre l'idée que si on ne tire pas cet animal-là, il va continuer à faire des dégâts, il va polluer entre guillemets l'image de l'espèce, parce que l'espèce en réalité n'attaque que très très rarement les animaux de rente. Et par conséquent, pour que la paix soit faite avec les grands prédateurs, et en l'occurrence avec le lynx, eh bien, vaut mieux l'éliminer plutôt que de le garder dans la nature. Et puis d'autres vont dire, bah non, en fait, on laisse cet animal-là, on essaye de faire qu'il ne tue plus des animaux d'élevage, mais cependant, il faut le laisser en vie. Et ces deux approches, c'est pourtant des gens qui aiment la nature, enfin, ils ont vraiment, mais il y a effectivement un conflit qui est assez difficile à résoudre, parce que
on se retrouve avec deux visions de la nature, du sauvage, de l'animal en tant que tel, complètement différentes. Et je ne sais pas le résoudre, moi. J'aurais plutôt tendance à essayer de voir ça sur le long terme et de me dire qu'il y a plein d'enjeux. Et du coup, effectivement, ça me fait mal au cœur. Dans le film que j'ai sorti sur le lynx, je dis à un moment donné, parce qu'on retire de la nature un individu qui va dans le Palatinat en Allemagne. C'est une femelle que je connais, que j'ai suivie pendant plusieurs années. Et les scientifiques l'attrapent et eux l'emmènent pour ensuite, pour une translocation dans le Palatinat en Allemagne, pour recréer une population de lynx dans les Vosges du Nord. Et j'ai ce conflit en moi en me disant c'est super d'aller ramener du lynx dans des zones où il n'existe plus. Mais moi, cet individu-là, je le connais par cœur, je l'ai suivi pendant des mois et des années. Et effectivement, c'est des espèces de conflits comme ça qu'on peut avoir où on se dit qu'est-ce qui est le mieux en fait. Est-ce qu'on les laisse tranquilles? Il y a des photographes qui disent surtout faut jamais dire où ça a été fait, faut rien dire du tout parce que ça va amener du monde, ça va déranger, etc. Puis d'autres qui vont au contraire dire voilà, on met un coup de projecteur sur cette espèce-là parce que elle est encore présente et c'est super, faut la conserver. On a vraiment je sais pas si je réponds complètement à votre question, mais c'est ces deux approches en tout cas que moi je découvre, quoi. Moi, je répondrais de manière plus théorique d'une certaine manière, parce que je travaille avec les géochimistes, avec les physiciens, avec tout ce que vous voulez, qui ont des approches très objectivantes. Moi, je défends la relation entre des approches objectivantes et des approches en termes de subjectivité, que ça soit individuelle ou collective, et je le défends en disant c'est une question de justice. C'est-à-dire, et là ça rejoint les travaux de mon collègue Damien Delorme, c'est-à-dire de se dire, quand on rend sa voix aux pigeons ou qu'on rend sa voix à des populations qu'on ignore la plupart du temps, on aussi fait œuvre de justice en donnant de la place à des savoirs vernaculaires. Mais ça n'empêche pas d'objectiver. C'est-à-dire que là, le travail, par exemple, que je fais avec la ville de Paris sur classe populaire, classe aisée et transition écologique, j'essaye de découper en fractions de classe et de voir les rapports à l'écologie de ces fractions de classe. Ils sont différents, ils incarnent des systèmes de valeurs différents. Et pour avoir une politique qui soit juste, il faut prendre en compte ces différents groupes, ces différentes manières d'habiter, de vivre, etc. Et on peut mettre en relation ces différents points de vue avec un découpage ou une façon de voir la ville plus objective en termes d'émissions de carbone, par exemple, ou d'autres choses comme ça. Je crois que l'un ne s'oppose pas à l'autre et il faut surtout pas les opposer. C'est une question, pour moi, encore une fois, de justice. Oui, et puis en ce qui me concerne, le sensible pour moi traverse tout mon corpus. Et ce qui m'a intéressé justement, c'est le sensible au travers de sa variété. Et j'ai, dans ma discipline de l'histoire de l'art, on peut avoir effectivement une approche plus critique. Moi, j'en reste vraiment au travail d'historienne, sans porter un jugement et sans dire quel serait le traitement plus juste selon moi autour de ces glaciers. Ce qui m'intéresse justement, c'est cette variété et de la contextualiser, d'essayer d'en dénouer les nœuds, parce qu'effectivement, il me semble qu'il y a des nœuds dans ce sujet. Et puis, de voir aussi comment ces photographes travaillent, certains en collaboration étroite avec des chercheurs, effectivement, d'autres pas du tout. Donc c'est aussi ce qui m'intéresse, cette variété je crois que le sujet lui-même, pour moi, c'est porter une attention. En fait, c'est là qu'intervient peut-être plus de subjectivité, c'est dans le choix du sujet, mais dans la manière dont je le traite. Ce qui m'intéresse, c'est davantage comment chacun et chacune peut se réapproprier de manière très libre et en fonction de sa propre approche ce sujet-là que j'essaye de contextualiser et d'analyser. Et donc de laisser libre chacun et chacune, avec sa propre sensibilité, remettre du sensible et s'approprier ce sujet. Ouais. Vous avez trop faim. Non, mais j'ai pas.
La dernière, parce qu'effectivement, on est pile poil dans les temps. Ma question, c'était l'usage des pièges photographiques. Parce qu'il y avait aussi cette question, on est beaucoup on a beaucoup abordé, hein, c'était aussi le thème de la matinée, mais quand on dit les artistes repensent notre manière d'habiter la Terre, notre manière, en tout cas la manière qui a été particulièrement mise en valeur durant cette matinée, c'est la manière visuelle. Et est-ce qu'on a d'autres manières finalement d'habiter la Terre? C'est une question que je retourne à notre collègue Damien Delorme par rapport à ça. Et qu'est-ce qu'il y a à dire aussi des méthodes finalement qu'on utilise pour revaloriser à quelque part ou resensibiliser comme nous tous et toutes ici cette vie animale. Quels sont les termes qu'on utilise? On utilise quand même le terme de piège photographique. Hein, quand on piège quelqu'un en quelque chose, c'est souvent pour se l'approprier. Est-ce qu'il y a pas une ambiguïté, quelque chose de peut-être un petit peu dérangeant ou un trouble, ne serait-ce que dans notre manière de nous représenter cette approche-là. Et est-ce qu'il ne faudrait pas aussi, je crois que c'est Olivier Amand qui parlait de ça pendant la soirée à la Grange Unil, réinventer un lexique, réinventer une syntaxe, réinventer une grammaire pour finalement s'approprier différemment, se resensibiliser différemment à cette vie animale. C'est une question double comme ça. Alors, il y a une vraie... alors, les chasseurs, qui ne sont pas forcément nos amis, en tout cas chez les photographes animaliers, disent que nous sommes des chasseurs frustrés. Et ça me fait réfléchir parce qu'on s'habille comme des chasseurs, on sort dans les mêmes horaires que les chasseurs, on parle de pièges, on parle même de shooting, des fois, de shoot. On essaie de s'approcher des animaux, donc ils ont peut-être pas forcément tort en fait. On est peut-être des chasseurs frustrés. C'est vrai que quand on parle de pièges ou quoi, on s'approprie vraiment l'animal, mais en général après le coup de flash, il repart vivant. Il y a cette ambiguïté, et c'est vrai que on voit d'ailleurs maintenant beaucoup plus de femmes qui commencent à faire de la photo animalière, alors que c'était très très masculin il y a encore quelques années, et qui ont un regard un peu différent de tout ça. Donc c'est bien, ça nous apporte un peu d'air frais, où on n'est plus en train de chasser le trophée. Il y a encore quelques années, la photo animalière, c'était vraiment le trophée, c'est-à-dire le gros plan serré de l'animal. L'animal qui d'ailleurs, en règle générale, la photo réussie, c'était quand l'animal était très près, regardait l'objectif, avec tous ses sens en éveil, là on avait notre trophée en fait. Sans dire évidemment que la seconde d'après, l'animal, évidemment, quand il est pris en photo comme ça, il a vu le photographe en fait. Donc c'est pour ça qu'il est totalement aux aguets. La photo d'après, l'animal il est parti. Et en fait, il s'est enfui. Donc en fait, on l'a dérangé en réalité. Alors qu'on voit de plus en plus maintenant plutôt des images où l'animal est réintégré dans son milieu naturel, dans son paysage en fait. Et on a un petit peu moins cet effet, cette volonté de vouloir faire des gros plans, donc des trophées. On essaie un petit peu plus de restituer l'animal dans son contexte. Peut-être pour faire le lien aussi avec ce que tu disais du Cora, le travail du Shanju autour du loup et ce que tu disais des pièges photos, moi ça me faisait penser à cette ambiguïté en fait de ces dispositifs qui sont à la fois des conditions pour rendre sensible quelque chose qui est fugace, fuyant, fantasmé, mais qui en même temps est le même dispositif qui peut être renversé pour surveiller, pour localiser et pour en l'occurrence là tuer des loups dans le Jura vaudois. Et donc il y a ce rapport peut-être que ça pointe en fait notre problème dans le rapport qu'on a avec le vivant dans nos sociétés disons occidentales pour le dire vite, qui est la place prépondérante que prend la vision parce qu'elle est liée au contrôle et à la domination. Et donc aujourd'hui, on a beaucoup parlé d'artistes qui travaillent à partir des images, mais tu as aussi présenté du son à un moment. Et donc, il y a cette question, et tu as parlé de l'écoute, je ne sais plus si c'est toi ou si c'est une Nathalie. Une Nathalie. Et donc, voilà, une question que moi je me pose, c'est comment écoute un photographe, comment écoute les géographes à l'écoute du territoire, des artistes engagés dans le territoire, comment écoute une historienne pour essayer aussi de sortir de cette notre négligence, qui est la négligence finalement
des dimensions sonores, vibratoires, enfin, multisensorielles. Déjà, il y a beaucoup d'artistes qui travaillent avec le son. La ferme d'art et de culture de Kermini, qui est près de Quimper, le collègue qui est musicien travaille sur le chant des légumes. Donc, il a instrumenté sonorement tous les légumes qui poussent dans sa serre et il retransmet à l'extérieur. Donc, il y a beaucoup d'artistes qui travaillent sur cette question de l'écoute. En ce qui me concerne, je travaille pas tellement sur l'œuvre visuelle que produisent les artistes, mais plutôt ce qu'ils font en termes de transformation. Et pour le coup, je dépends beaucoup de l'écoute parce que j'écoute les récits que font les uns et les autres de cette transformation. Donc, je suis plutôt sur la mise en récit. Et quand j'essaye de confronter cette mise en récit que me racontent les uns et les autres à ce que je vois ou ce que je peux apprécier, et c'est là ce qu'on pourrait dire objectiver un petit peu les récits que font les uns et les autres, et ben tu t'es pas seulement par le regard, t'es bien évidemment par je ne sais pas, l'odeur, l'écoute, enfin toi-même, en tant que chercheur, t'es multisensoriel. Enfin, c'est ton corps qui est mis au dispositif, qui est mis à l'épreuve de l'évaluation d'une certaine manière. Oui, alors effectivement, il y a toute cette discipline des sound studies, effectivement, qui replace vraiment l'écoute comme un élément et qui éclot vraiment de manière importante dans les pratiques artistiques. Il y a même maintenant des festivals, notamment en Suisse, autour des pratiques acoustiques et artistiques. Le paysage, comme ce qui m'intéresse, c'est la question du paysage. Le paysage, le terme vient de la notion de représentation et de la peinture. Donc l'idée vraiment qu'on représente ce que l'on a sous les yeux. Et dans mon corpus, ce qui m'intéresse aussi, c'est comment effectivement on peut, avec un médium visuel, la photographie, articuler cette question aussi de l'expérience multisensorielle. Et ça se traduit aussi dans la pratique photographique elle-même. D'abord, l'expérience d'aller avec un matériel très lourd, de choisir, par exemple, encore l'argentique, une chambre, et donc d'aller sur des lieux compliqués à atteindre, et donc prendre une image, c'est faire toute cette expérience, ce processus en phénoménologique avec le lieu. C'est aussi parfois produire moins de photographies, c'est-à-dire vraiment dans la pratique elle-même de la photographie, la photographie est plein de produits chimiques et numériques, elle aussi, elle a une portée, un impact écologique. Donc ces artistes-là aussi essayent de penser vraiment l'usage de la photographie et comment peut-être produire moins, ou voire produire parfois, chez une photographe, Anna-Katharina Scheidegger, des photographies qui, si on les regarde, disparaissent. Donc comment justement aussi en tant que spectateur on fait l'expérience de la vue et de l'image et du document qui, une fois qu'on en a pris connaissance, est voué à disparaître. Donc ça aussi, je pense que c'est vraiment des questions que se posent les photographes et les artistes, c'est-à-dire aussi comment faire un nouvel usage de son médium, par exemple la photographie, comment repenser son médium en travaillant et son sujet, c'est-à-dire par exemple, comme vous allez à la rencontre des animaux et qu'est-ce qui vous donne. Olivier de Sépubus, qui est un photographe qui travaille depuis 20 ans sur les glaciers, parle du fait qu'il ne regarde pas, il scrute. Parce que c'est un regard qui attend quelque chose en retour. C'est pas juste regarder, c'est pas juste avoir une approche qui domine ou qui s'approprie et qui piège, qui va jusqu'à piéger, mais au contraire, qu'est-ce que le glacier me donne en retour? Et donc c'est cette idée aussi de se décentrer, d'essayer de se décentrer, mais effectivement ça pose des questions avec un médium proprement visuel. Parce que l'idée, c'est aussi de pas forcément renoncer, mais d'essayer de pratiquer autrement. Moi, pour terminer, je pense que le photographe, d'abord,
le terme photographe évolue beaucoup, le métier évolue énormément, on photographie toujours, mais on filme de plus en plus, et je connais de plus en plus de collègues à moi qui se sont mis aussi au film ou à la vidéo. Ce qui est assez intéressant, c'est que ça rouvre un autre champ des sens. Effectivement, on va filmer, on va jouer encore avec l'image et le visuel, mais par contre, on est obligé ensuite de rajouter du son. Et je vous parlais du film donc sur le lynx que j'ai fait. Et là, j'étais obligé moi-même de découvrir une nouvelle technique pour ensuite alimenter les images que j'avais déjà filmées. Je vous donne juste une petite anecdote qui m'a particulièrement marqué, parce qu'on me demande souvent le tournage du film sur le lynx, ça a duré 7 ans, ce qui est assez long. Et on me dit, mais quel était ton meilleur souvenir? Et en fait, paradoxalement, c'est pas une image qui m'a le plus marqué, c'est un son. Pendant la période de reproduction en février-mars, le lynx, on va dire qu'il chante. Il s'appelle, entre le mâle et la femelle s'appellent. Les territoires sont très très grands, très vastes. Donc ils s'appellent assez régulièrement. Et moi, il fallait que j'enregistre ce son pour illustrer le film. Et donc j'ai acheté ce qu'on appelle un micro parabolique. C'est des grandes paraboles plastiques avec un micro ultra sensible au milieu. Et quand vous mettez votre casque, vous entendez une mésange à 50 mètres. Enfin, c'est extraordinaire parce qu'il y a vraiment, littéralement, un nouveau monde qui s'ouvre à vous. Et une nuit, en 21 mars 2019, j'ai passé plusieurs semaines dans mon sac de couchage sur un chemin forestier pour essayer de l'enregistrer. Et cette nuit-là, à 2h du matin, j'entends le mâle que je suivais depuis plusieurs années appeler. Donc j'enregistre son chant, il fait une petite dizaine d'appels. Et pour une fois, il n'y a pas de vent, parce que là, la prise de son, c'est encore une autre difficulté, hein, c'est avoir le son pur comme ça. Il n'y avait pas de vent, il y avait la pleine lune, enfin c'est extraordinaire. Il était une 50aine de mètres de moi. Et je garde le casque sur les oreilles, et je continue à enregistrer. Et il se tait, il marche dans les feuilles, et j'entends ses pas, alors que pourtant un gros chat dans les feuilles, ça fait pas beaucoup de bruit. Et il arrive sur le chemin, et là, je n'entends plus rien. La parabole, je vois que la parabole et la pleine lune, et j'entends 1 minute, 2 minutes, il ne se passe plus rien. Et puis j'entends. Et là, je bouge tout doucement la parabole, et en fait, il est au bout de mon sac de couchage, et il me regarde comme ça. C'est la première fois que j'ai eu peur d'un lynx, tout simplement parce que c'est même pas l'animal. En réalité, j'avais pas peur de lui, mais le son, une fois qu'il a monté un peu, puisqu'il avait appelé, était un peu à avoir fait un effort. C'est surtout que, multiplié par ce micro ultra sensible, j'avais plus dans ma tête un lynx devant moi, c'était un tigre à dents de sabre, et je peux vous assurer que pendant un quart de seconde, j'ai eu tout mon corps qui a réagi, une espèce de... L'homo sapiens était redevenu un singe, et j'avais peur de mon prédateur. Je crois que c'est une magnifique image sonore pour finir la discussion. Merci beaucoup à toutes les trois. Merci à vous d'être venus. Bonne suite de festival.